d'emblée dire que l'autoconstruction a montré ses limites au Sénégal. Au Sénégal, à peu près 62%, ce sont les statistiques de l'ANSD, 62% des réalisations, des logements construits au Sénégal se font avec l'autoconstruction. 62%, c'est énorme. C'est énorme parce que dans les autres pays, on est autour de 10, 15, 20%, pas plus. Au Sénégal, on est à 62%. Et vous avez vu ce que ça produit? Je pense que les architectes et les urbanistes qui sont là le voient comme moi. Ça fait que chacun construit comme il veut, comme il peut. Il n'y a pas d'harmonie dans les villes. Le cadre de vie est décousu. Vous avez des petites villas à côté d'immeubles, etc. Donc chacun a sa parcelle et est libre de faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ce cadre de vie? Est-ce que c'est cet urbanisme que l'on va continuer à perpétuer au Sénégal? Je pense qu'on doit réfléchir sur des solutions modernes. Et c'est à ça que nous, le secteur privé sénégalais, nous, les acteurs du BTP, de l'immobilier et de l'industrie, appelons le Sénégal. Et nous attendons, moi j'attends que le ministère vienne nous tendre la main. Nous attendons qu'enfin, ce décloisonnement auquel nous, on appelle les pouvoirs publics à décloisonner et à travailler la main dans la main avec nous, et non pas faire des politiques. Nous attendons ce signal pour qu'on puisse enfin démarrer un programme ambitieux. Le programme ambitieux que nous souhaitons, que nous portons en tant qu'acteurs du secteur privé, je ne sais pas s'il va s'afficher ici, j'essaie à travers la présentation que j'ai préparée de le résumer comme ci. D'abord, pour pouvoir faciliter l'accès au logement et la création de parcelles viabilisées, il y a des réformes et des incitations qui doivent être entreprises. Évidemment, il faut une approche intégrée, secteur privé, mais aussi État et collectivités locales. L'État comme facilitateur et régulateur, laissant le soin au secteur privé de conduire l'exécution. Le foncier est un facteur clé et sa disponibilité, son aménagement, vous l'avez déjà dit, mes prédécesseurs se sont arrêtés là-dessus. Sa disponibilité, son aménagement, son accès sont importants. Les réformes et incitations auxquelles nous nous appelons sont des réformes de type foncière, c'est important. Je sais que M. Diouf n'est pas très favorable, mais il y a des réformes à entreprendre en matière de gouvernance foncière. Il faut d'abord simplifier les procédures. Elles sont compliquées. Elles sont longues. Il faut digitaliser les procédures foncières. Je sais que des efforts sont faits, mais aujourd'hui encore, ça reste un parcours du combattant. Les délais d'attribution et de régularisation des assiettes foncières doivent être revus. Je pense que chacun d'entre nous ici a en tête un exemple de démarche qu'il a dû faire avec des délais, ma foi, qu'il n'arrive pas à maîtriser du fait de la difficulté à voir les acteurs, à même connaître la bonne démarche. Il faut qu'il y ait une planification et une mobilisation proactive du foncier. On a envie d'aller vers 500 000 logements. On ne va pas attendre que les gens viennent les uns après les autres solliciter. On doit pouvoir faire un inventaire et préparer la mise à disposition des terrains appartenant à l'État. Je sais que vous avez tous identifié, les zones d'attribution sont déjà identifiées, mais il faut déjà faire les travaux préparatoires. Il faut déjà créer des zones d'habitat prioritaires qui sont déjà dotées d'un plan d'urbanisme auquel nos architectes auront participé. Un plan d'urbanisme qui sera préapprouvé et qui va faciliter l'obtention des permis de construire. Et puis avec la SAFRU, il faut mettre en place tous les partenariats pour l'aménagement de grandes zones urbaines. La SAFRU souffre, je crois que j'ai entendu son directeur général l'affirmer, mais la SAFRU n'arrive pas encore à réaliser sa mission, et c'est dommage. Toujours parmi les réformes, il y a des incitations économiques et fiscales. Je ne vais pas, évidemment, je marche sur les traces du directeur général adjoint au domaine, mais quand même, effectivement, oui, il y a des exonérations de TVA sur les matériaux de construction locaux et j'adhère totalement au fait de ne pas accorder d'exonération aux importations sur des produits fabriqués au Sénégal. Il faut soutenir l'industrie sénégalaise. Et ça, je suis tout à fait en phase avec vous.
Les mécanismes d'allègement fiscaux comprennent également des réductions, des exonérations temporaires de l'impôt sur les sociétés et également des allègements au niveau des droits d'enregistrement. Des efforts ont été faits, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Les droits d'enregistrement, les frais de notaire aussi, mes amis notaires sont certainement représentés, il faut que l'accès au foncier de manière globale soit facilité. Il y a des pays où des décisions ont été prises et elles sont radicales. Je pense que le Rwanda et le Maroc ont opéré des réformes structurelles profondes qui facilitent et parfois même bypassent certains blocages, voilà, fiscaux ou notariaux. Parmi les mécanismes et les réformes et les incitations qui facilitent l'accès au foncier, il y a évidemment le renforcement du rôle du FONGIP, dont c'est la vocation, de garantir les crédits promoteurs et prêts. Mais pour cela, il faut que le FONGIP soit mis en position d'accorder ces garanties. Il y a également la vocation du Fonds souverain d'investissement, le FONSIS, comme co-investisseur aux côtés du consortium que nous allons constituer, aux côtés également de la SICAP, de la SNHLM. La deuxième question, à savoir comment accélérer la viabilisation de parcelles et la production de logements, cela peut se faire grâce à un mix très intelligent, assez innovant entre modèle PPP, l'industrialisation, la préfabrication. En fait, il y a un cocktail de solutions à mettre en œuvre pour pouvoir le faire. C'est un cocktail, c'est pas une seule solution, c'est plusieurs solutions. Alors, les plus pertinentes, voilà les éléments les plus importants. Pour arriver à mettre en place un modèle économique qui est adapté à la production de masse, il y a les partenariats publics-privés. Cela ne peut se faire, l'offensive pour le logement ne peut se faire qu'à travers un PPP. Un PPP géant, un PPP de plusieurs milliers de milliards de francs CFA, permettant évidemment de structurer et d'obtenir, de lever des fonds à l'international. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter des apports bancaires. Il faut arriver à mettre en place un PPP, évidemment bien encadré, bien pensé, mais c'est une condition sine qua non pour réussir. Nous l'avons dit tout à l'heure, il faut aller plus vite dans la construction. On ne peut plus se contenter de faire venir, les Sénégalais adorent ça, les Sénégalais adorent aller en Espagne, en Turquie, en Chine, faire des conteneurs et amener. On ne peut pas développer son pays en achetant tout à l'étranger. On a commencé à produire des carreaux au Sénégal. S'il faut une deuxième usine de carreaux, facilitons la création d'une deuxième usine de carreaux. Ce sont des Ndiaye, des Diouf, des Diop qui vont travailler là-bas. C'est du travail. Et c'est quelque chose de très positif pour le Sénégal. Il faut qu'on puisse fabriquer... Est-ce qu'on n'arrive même pas à fabriquer des ampoules au Sénégal? Est-ce que cela est normal? On veut faire 500 000 logements, on va en faire 1 million demain, alors qu'il n'y a pas une seule usine qui fabrique des ampoules. Parce que nous n'avons pas encore compris qu'il faut s'obliger à industrialiser, à fabriquer les sanitaires, à fabriquer les appareillages électriques, les portes, l'étanchéité. Donc il est temps que les industriels déjà présents soient sollicités et qu'il y ait des vrais mécanismes, l'incitation fiscale, l'État qui légifère et qui prend des dispositions pour permettre et aider également à l'investissement. L'approche pôle territoire, nous avons hâte qu'elle soit également déployée parce que je pense que nos pouvoirs publics ont quand même bien réfléchi. Cette approche pôle territoire, quand on en comprend l'intérêt, on ne peut qu'adhérer. Il faut créer des zones autour de zones économiques qui spécialisent les territoires. Chaque territoire, en fonction de ce qu'il sait faire, de ses avantages naturels, doit faire l'objet d'une attention particulière. Et autour de ces territoires-là, on fait naître des besoins. Et puisqu'il y a des besoins, il y a implantation de population, fixation des populations locales, et forcément, il y aura des besoins en logement. Donc, c'est un tout. On forme un tout. Autour d'un projet économique, on forge un projet social, un projet architectural, urbaniste, etc. Et ça, c'est très important de le comprendre. Voilà. Parmi les modalités d'accélération donc de la viabilisation de parcelles et de la production de logements, voilà, tout à l'heure je le disais, la mise en place d'un fonds de garantie mutualisé avec le FONGIP,
Alors, l'impact de l'action du FONGIP est certain. Les circuits financiers nécessitent forcément des garanties, que ce soit des garanties au niveau des levées de fonds par les promoteurs et les constructeurs, mais aussi des garanties pour les citoyens qui vont devoir s'endetter. Dans le monde entier, les gens s'endettent. On ne construit pas sur fonds propres. Personne ne construit sur fonds propres. Personne n'a accès au logement sur fonds propres. En tout cas, très peu de gens. La plupart des individus, hommes et femmes, dans tous les pays du monde, s'endettent. Et il faut mettre en place, on va dire, des mécanismes de garantie qui facilitent l'accès au crédit et l'accès donc au logement. Et le FONGIP peut aider pour ça. On a parlé des difficultés de la SAFRU pour pouvoir déployer, pour pouvoir réaliser sa mission de viabilisation des parcelles, d'aménagement des terres. On peut imaginer de mettre en œuvre des obligations sociales. C'est ce qu'on appelle les social bonds. On lève des fonds qui permettent d'aménager, qui sont prévus pour là. Il y a de l'argent dans le monde, il y a beaucoup d'argent pour ça. Pour aider la SAFRU dans sa mission, faciliter donc la réalisation des programmes d'aménagement des VRD et les rendre donc accessibles à l'État, les rendre également gratuits pour les citoyens. On peut imaginer de mettre en place des obligations sociales. Ce n'est pas mon domaine de compétence, mais ce sont des mécanismes qui existent et on ne doit pas se priver de les utiliser. J'espère que le ministère de l'Urbanisme m'écoute et m'entend. On doit remettre aussi au goût du jour certains mécanismes. La location-vente, il m'est arrivé de le dire très souvent. Tout le monde sait que la plupart des personnes qui ont accédé au logement à travers la SNHLM et la SICAP ont pu le faire parce qu'il y avait la possibilité de location-vente. On ne peut pas acheter un bien au comptant ou même en VFA. Très peu de gens peuvent le faire. La vente en état futur d'achèvement. Aujourd'hui, tous les promoteurs, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a plus de location-vente, parce qu'il n'y a plus de vocation sociale, ben les gens achètent en ayant l'obligation, en un temps record, 2 ans minimum, 3 ans maximum, de payer des montants faramineux. Puisqu'il n'y a plus de logement aidé, vous allez vous retrouver à acheter un 2 pièces ou un 3 pièces au prix de 50 millions en devant sortir 50 millions en 2 ans ou en 3 ans. Dites-moi combien de Sénégalais sont capables de faire cet effort? Combien de Sénégalais sont capables en 2-3 ans de mobiliser 50 millions? Même pour l'apport de 5% ou de 10%, c'est impossible. Si vous n'êtes pas dans une coopérative avec tout, bon, on parlera des coopératives un peu plus loin, mais il est très difficile aujourd'hui de se dispenser de ce mécanisme de location-vente. Et j'en appelle aux autorités du ministère de l'Urbanisme pour qu'elles soient très vigilantes sur cette question-là. On doit faire du social, mais on doit également mettre en place des mécanismes permettant aux Sénégalais d'accéder au logement. 5 000 francs par jour, 150 000 francs maximum pour avoir son bien par mois. C'est le prix d'une location et je pense que si on fait les efforts qu'il faut, on va y arriver. Monsieur Ngom, je suis en train de dépasser complètement mon temps, je sais. Je suis désolé, mais il faut que... Je vais aller très vite. Alors, les coopératives d'habitat, on en parlait. La coopérative d'habitat est une solution d'accès au logement. Oui, et il faut continuer parce qu'elle mobilise de l'épargne et c'est cette épargne-là qui permet de faire le levier. La coopérative permet de faire levier. Vous collectez l'épargne de quelques travailleurs. Grâce à cela, vous pouvez acheter une parcelle, voilà, vous inscrire dans un grand programme immobilier et ensuite les paiements se feront, mobiliser de l'emprunt et puis payer sur le long terme. Donc bravo aux coopératives et au travail qu'elles font. Il faudra évidemment des subventions. Je suis content que mon frère FHS, le Fonds de l'habitat social, est là. Voilà, j'avais d'autres petits points à partager avec vous, mais le temps me rattrape. Voilà, en tout cas, j'espère, et je lance un dernier appel au ministère de l'Urbanisme. Je pense qu'il sera important que vous me créiez un petit bureau dans votre ministère, parce que je vais venir souvent travailler avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup à monsieur Omar Ndir, donc président du syndicat des professionnels, du syndicat professionnel des entrepreneurs du bâtiment, pour cet exposé qui est très intéressant. Malheureusement, le temps nous presse.